Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé ce matin une allocution devant un éventail d'intellectuels égyptiens au palais présidentiel d'Héliopolis. Le discours du chef de l'État devant ces intellectuels fera le plat de résistance de notre émission de ce soir, que nous allons débattre dans quelques instants avec notre invité. Mais auparavant, je tiens à vous annoncer que la 43e session de la Conférence arabe du travail poursuit aujourd'hui ses travaux. Lors de la 3e journée de cette conférence, l'Égypte a proposé la création de la Banque arabe des idées. Aya Chel et Sarah Al-Maghrabi, les détails. Cette 43e session se tient au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi en présence des gouvernements de 21 pays arabes. Les pays participants sont représentés par les ministres du Travail et des représentants des partis du travail et de la production, ainsi qu'un groupe de personnalités arabes et internationales actives dans le domaine du développement économique et social. Lors de son allocution, le ministre du Travail, Mohamed Saafen, a indiqué que le règlement des problèmes de fonctionnement et du chômage inquiétait tous les pays. Cela exige, selon lui, beaucoup de travail afin d'augmenter la croissance économique et sa qualité, améliorer sa capacité à créer des emplois, ainsi que l'amélioration de la performance de l'économie et sa compétitivité à la lumière de la mondialisation. Le ministre a ajouté qu'il était urgent de mettre en œuvre des meilleurs systèmes d'éducation et de formation afin de pouvoir parvenir à réaliser un développement global et durable dans nos pays. M. Mohamed Saafen a proposé de mettre en œuvre la coopération arabe et les mécanismes d'intégration économique et sociale en créant la Banque arabe d'idées qui aura pour rôle de recevoir des propositions et des innovations dans le domaine de l'exploitation des capacités de production matérielle et des investissements humains dans le domaine de l'éducation et des stratégies de formation. Mesdames, Messieurs, les prétendants au poste de secrétaire général des Nations Unies ont commencé hier à se présenter devant l'Assemblée générale pour des entretiens d'embauche inédits, avec bien entendu l'espoir de succéder à Ban Ki-moon en janvier 2017. 3 d'entre eux sont passés hier. Ils se sont efforcés de répondre aux questions des 193 pays membres sur des sujets allant du changement climatique au conflit israélo-palestinien, passant par les abus sexuels commis par les casques bleus ou encore la réforme de l'ONU. Les détails avec Aya Chel et Sarah Al-Maghrabi. Le ministre des Affaires étrangères du Monténégro, Igor Lukšić, a été le premier à se présenter devant l'Assemblée générale. Visiblement nerveux, il a tenu en anglais et en français des propos convenus sur le dossier chaud, terrorisme, réfugiés, désarmement et droits de l'homme. Alors que l'idée de voir une femme accéder enfin au poste après 8 hommes fait son chemin, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a joué cette carte. Il est temps, a-t-elle dit, de donner aux femmes l'opportunité de se développer comme membres égaux de la société. Mais elle a esquivé les questions pièges, comme celle de l'ambassadeur ukrainien qui lui demandait de se prononcer sur l'annexion de la Crimée par la Russie et a admis de ne pas avoir de solution miracle sur beaucoup de dossiers. Le plus éloquent et le plus convaincant de cette journée a été l'ancien haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés qui s'est lancé dans un plaidoyer en faveur des migrants. Il a cité comme priorité la prévention des conflits, la lutte contre le chômage des jeunes ou l'égalité hommes-femmes dans les nominations à l'ONU. Les auditions s'étaleront sur 3 jours. Chaque candidat a 2 heures pour plaider sa cause. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, le roi Salman d'Arabie Saoudite effectuait une visite officielle de 5 jours en Égypte, la première visite officielle du roi en Égypte. Après l'Égypte, le souverain saoudien s'est rendu en Turquie où il a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan hier. Le roi d'Arabie Saoudite doit participer à Istanbul à une réunion de l'organisation de la coopération islamique auquel il participera, comme je vous le disais. Cette réunion aura lieu aujourd'hui, a commencé aujourd'hui et se poursuivra encore demain. Plus de détails avec Aya Chel et Sarah Al-Maghrabi. Le renforcement des relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite dans tous les domaines avec votre soutien présente une opportunité pour la paix régionale et mondiale,
a déclaré Erdogan en recevant le roi Salman. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont notamment abordé le dossier syrien. Cette rencontre est intervenue à la veille de la reprise des pourparlers intersyriens à Genève, suivie de près par Ankara et Riyad, qui parrainent de nombreux groupes rebelles opposés au président syrien Bachar el-Assad. Ce réchauffement succède à une période de crispation consécutive à la chute en 2013 du président égyptien, issu de l'organisation terroriste des frères musulmans Mohamed Morsi, proche allié d'Erdogan et dont Riyad avait encouragé la chute. Après la mort en janvier 2015 de Abdallah, prédécesseur et demi-frère de Salman, les deux poids lourds sunnites ont opéré un rapprochement, servi notamment par leur vue convergente sur le dossier syrien. Les deux pays sont en effet hostiles au président syrien Bachar el-Assad et à ses deux principaux soutiens, l'Iran et la Russie. La signature en juillet d'un accord historique sur le nucléaire iranien entre les Occidentaux et l'Iran, puissance chiite ennemie de l'Arabie saoudite, avait donné à Riyad une bonne raison de mettre de côté sa rivalité avec la Turquie. Cette menace potentielle a permis de balayer certains différends que le précédent roi avait vis-à-vis de la Turquie. Ankara, de son côté, a besoin de retrouver le point d'appui dans la région. La Turquie s'est notamment fâchée avec la Russie, dont elle a abattu 2 avions de chasse au-dessus de la frontière syrienne le temps dernier.